Coucou les addicts, on se retrouve pour le 3e épisode de cette dernière saison, ABS Phraserie, et je vais commencer par un aveu tout simple, j'ai pris une claque. Depuis le début de la saison, je grimpe d'un cran à chaque épisode, et celui-ci m'a tenu, du premier plan au dernier, sans la moindre baisse de tension. Si je devais résumer mon ressenti en une image, je dirais que les 20 premières minutes sont à elles seules un petit bijou. Et si je suis aussi enthousiaste, c'est aussi grâce à ceux qui le portent. Le casting est vraiment éblouissant. La jeune Florrie Mae Wilkinson, qui incarne Fanny, est pour moi une vraie révélation d'une justesse qui me sidère pour son âge. Et je ne vous parle même pas de nos chouchous, Katrina Balfe et Sam Yuan, parce que promis, je vous en reparlerai. Pour celles et ceux qui poussent la porte de la chaîne aujourd'hui, sachez que ces décryptages naissent d'abord sur mon Patreon, où mes addicts le reçoivent avant tout le monde. Et puis c'est ici qu'ils prennent leur envol. Un abonnement et la petite cloche, c'est gratuit. Et c'est le coup de pouce qui aide ces vidéos à rejoindre les fans francophones d'Outlander. Alors voilà, maintenant installez-vous, on entre dans les profondeurs de l'épisode. Alors cette fois, je ne vais pas vous faire mon numéro habituel sur la traduction parce que la raison est très simple, il n'y a rien à comparer. Le titre est identique en version originale et en version française. Je vous l'ai dit, c'est ABS Phraserie. Alors reste à comprendre ce qu'il veut dire. Et c'est là que ça devient joli, parce que ABS Phraserie, c'est le nom latin du sapin de Fraser, un conifère bien réel qui pousse dans les montagnes de Caroline du Nord. Un arbre qui porte littéralement le nom des fraiseurs et qui plonge ses racines dans cette terre d'Amérique. Alors gardez ce sapin en tête, on en reparle pour refermer la boucle. La title card, que j'aime bien regarder, comme à chaque fois, elle vaut aussi le coup d'œil. Alors pas d'ouverture à froid cette fois pour l'épisode, le générique démarre aussitôt après le récap. Et à l'image, ce ne sont pas des arbres vivants, les conifères, mais des insectes morts, épinglés sous verre, étiquetés de leur nom d'espèce, comme dans la vitrine d'un musée. Les scarabées, essentiellement. Alors bien sûr, on pense tout de suite au veston brodé qu'Amaranthus offrira à William, mais il y a une idée plus souterraine, et je vous la pose dès maintenant parce qu'elle va s'infiltrer dans tout l'épisode. C'est celle d'êtres, de petits êtres qu'on observe, qu'on classe, et surtout de choses qui se cachent à la vue de tous. Et le scarabée, justement, est un maître du camouflage. Donc retenez ça. Un mot sur le réalisateur, parce que c'est une donnée à laquelle je suis toujours attentive, et l'épisode est signé Metin Hüseyin. Et pour ceux qui aiment Outlander, ce nom vous dit forcément quelque chose, puisqu'on lui doit notamment Face, ce sommet de la saison 2, que beaucoup d'entre nous gardent tout au fond de leur cœur. Je vous laisse mesurer la délicatesse de confier à l'homme de Face précisément l'épisode où le souvenir de ce bébé va ressurgir. Alors je ne vais pas en faire des tonnes, mais sincèrement je trouve que ça ne doit rien au hasard. Ce qui m'a frappé en premier dans l'épisode, c'est son ampleur. Parce qu'en refermant l'épisode, j'avais presque l'impression d'en avoir regardé 2 d'affilée, tant il fait avancer d'intrigue, et pourtant sans jamais me perdre. Les scènes prennent le temps de démarrer, de se déployer, d'aller jusqu'au bout, et ça, c'est rare et précieux en télévision. Et puis, il y a aussi un travail sur l'image que je veux souligner parce qu'on le ressent sans toujours pouvoir le nommer. La photographie m'a paru légèrement différente dans un camailleux de brun et de vert qui infuse tout l'épisode et qui se fait particulièrement sensible au moment de l'accouchement. Beaucoup de gros plans aussi posés sur les visages et les regards qui donnent à l'intime une densité de chaque instant. Et puis, tendez l'oreille du côté de la musique. Parce que Bear McCreary glisse sur les plans, notamment du nouveau comptoir de commerce, une petite couleur presque country qu'on ne lui connaissait pas. Enfin, on avait un peu entendu ça en saison 4. Comme pour nous rappeler qu'on est désormais en terre américaine, bien ancrée. Sur les costumes, je ne vais pas vous répéter ce que je dis depuis le début de la saison, je veux juste pointer une pièce, une seule. Le veston brodé d'Amaranthus. Une pure merveille de scarabée, au point qu'il m'a un peu rappelé le manteau de Maître Raymond, vous en souvenez ? Et là, j'en profite pour tirer un grand coup de chapeau à Nadine Powell. C'est la chef costumière de cette ultime saison. Et croyez-moi, elle connaît la maison. Elle a grandi avec la série, costumière assistante dès les premières saisons auprès de Terry Dresbach, et puis associée en saison 6 avec Trisha Biggar, avant de prendre elle-même les rênes de cette dernière saison. Son travail mériterait à lui seul un décryptage. Enfin, un mot pour la lectrice que je suis. Alors oui, il y a quelques écarts avec le roman dans cet épisode, je les ai vus forcément, mais aucun ne m'a gêné parce qu'en y réfléchissant, je crois qu'ils servent tous la même chose. Faire avancer l'histoire. Alors parfois plus vite que les livres, et parfois en ouvrant des portes que Diamna avait laissées légèrement entr'ouvertes.
Alors je vous en glisserai un mot au fil de l'eau, mais sans m'y appesantir parce que ces choix-là, le plus souvent, finissent par payer plus tard. Mon top, ce n'est pas une grande scène spectaculaire, c'est une toute petite séquence dans une cuisine et c'est celle qui m'a fait le plus de bien. John a écrit, mais à Claire, pas à Jamie, et Brianna, tout en finesse, relève le détail. Pourquoi sa mère et pas son père? Claire est donc obligée de lui avouer que Jamie et John ne sont plus en très bons termes et de lui dire pourquoi. Et là où la scène aurait pu virer au drame, elle bascule dans le pur plaisir. Brianna encaisse, marque sa surprise, et puis désamorce tout avec cette réplique qui m'a achevée, à savoir si, du coup, elle aussi va devoir appeler John papa. Si je l'aime tant, cette scène, c'est qu'elle dit énormément en quelques secondes. Elle dit surtout la complicité de cette mère et de cette fille, cette façon qu'a Brianna de parler à Claire d'égal à égal, sans le moindre jugement. Et puis elle dit aussi qu'un même événement se vit de 1000 manières. Jamie en souffre, beaucoup. Claire le banalise, un peu. Et Brianna en rit. Et le dialogue, je trouve, sonne si naturel qu'on dirait une conversation qu'on aurait pu avoir, vous ou moi. Katrina Balfe et Sophie Skelton y sont d'un naturel confondant. Et dans un épisode aussi dense, cette respiration vaut de l'or, parce que c'est elle qui rend les coups durs encore plus durs, juste après. Avant mon flop, je veux aussi m'arrêter sur Fanny, parce que cette petite traverse l'épisode et que la jeune Florie est tout simplement épatante, je l'ai dit en introduction. Regardez-la dès la première scène au comptoir. Un homme l'aborde lourdement et la ramène à ce que sa sœur a été et ce qu'elle aurait pu devenir. Mais ce qui me marque, ce n'est pas seulement sa façon de tenir tête, c'est sa finesse. Fanny comprend tout de suite, à leur façon de parler et de se tenir, que ces hommes en habit civil sont en réalité des officiers. À son âge, elle lit les gens mieux que personne parce qu'elle a appris à survivre en les observant. Voilà déjà quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Et puis il y a deux gestes qui se répondent comme un miroir et qui m'ont serré le cœur. D'abord Claire qui rassure Fanny, terrifiée à l'idée que si Jamie et William se fâchent, elles doivent repartir d'où elle vient, vers le bordel. Et son raisonnement est d'une lucidité d'adulte. Et la réponse de Claire est sans appel. Tu as une place ici, quoi qu'il arrive. Et puis ensuite Jamie qui l'emmène devant un cairn qu'il a élevé de ses mains en mémoire de Jane, sa sœur, et qui lui dit, avec sa façon un peu pudique, que Fraser's Ridge, désormais, c'est chez elle. Deux gestes, l'un de Claire et l'autre de Jamie, et le même message, offert à une enfant cabossée. Tu es des nôtres. Et puis tenez, un clin d'œil pour les fidèles. Quand le coup de feu retentit près du cairn, Jamie ordonne à Fanny de ne pas bouger. Elle ne l'écoute pas, évidemment, mais elle le rejoint. Alors, est-ce que ça vous rappellerait pas quelqu'un? Combien de fois dans les premières saisons, Jamie a-t-il ordonné à Claire de rester en place, de ne pas le suivre, pour que finalement elle n'en fasse qu'à sa tête? Fanny est en train de devenir une vraie Fraser et ça passe aussi par là. Cette belle désobéissance. Alors soyons honnêtes, l'épisode est trop réussi pour que je lui cherche de gros défauts, mais il y a un moment qui m'a fait grincer et c'est d'autant plus dommage qu'il arrive juste après un des sommets de cet épisode. Vous le savez, à l'accouchement, il se passe autour de Claire quelque chose de bouleversant et d'inexpliqué, cette fameuse lumière bleue. Un instant suspendu, presque sacré, qui rouvre la blessure de Faith et qui pose une question vertigineuse sur ce qu'est Claire. Et au lieu de nous laisser respirer avec elle, le montage coupe net et nous propulse ailleurs, dans le trafic d'armes, Cleveland, les coups de feu. Je trouve que c'est brutal parce qu'on est arraché à l'émotion avant même d'avoir pu la digérer. J'aurais tellement aimé qu'on reste, qu'on laisse cet instant déployer son onde. Et ce petit bémol, je vais m'en servir parce qu'il pose une vraie question de fond sur les choix de cet épisode. Et j'y reviens à la fin de mon analyse. Mon premier thème, c'est le thème du couple refuge. Et je commence par ce qui m'a le plus ému, ce sont ces 20 premières minutes que je trouve magistrales et qui racontent une seule chose. Quand le monde se met à vaciller, ce qu'il reste à Claire et Jamie, c'est l'autre. Tout part de la jalousie de Jamie. La lettre de John remet sur la table ce qui s'est passé entre Claire et lui. Et Jamie, lui, on le constate, n'a rien digéré. Sa colère ressort, vive, parfois cocasse. Et je sais que ce Jamie-là a divisé. Certaines d'entre vous l'ont trouvé touchant, d'autres franchement agaçant. Et je vous comprends des deux côtés. Pour être tout à fait franche, j'ai trouvé Sam Yuan
Un peu en sur-régime sur cette colère, là où le détachement de Katrina Balfe, lui, fait mouche à chaque réplique. Would you care to rephrase that? No, This doesn't involve you. I don't mean to be involved. I don't mean for you to be involved with Joan Grey at all, but it's a wee bit late for that. You know what happened. You know why I it do happened. ken what happened. Mais c'est une nuance, pas un reproche, parce que ce qui rend la chose juste, c'est que la jalousie de Jamie n'est pas que de la jalousie, c'est de la peur, hein, et c'est surtout un deuil. En cédant à sa colère, il a perdu son ami John, et ça le ronge. Et petit détail qui en dit long d'ailleurs, sa rage est plus intense vis-à-vis de John que de Cunningham, alors même que Cunningham représente une menace autrement plus concrète pour le Ridge. C'est dire si cette blessure pour Jamie est intime. Et puis vient la scène. La dispute reprend, monte, et la mise en scène raconte ça, sans avoir besoin des mots. Les corps dos à dos, les regards qui s'évitent, et ce moment où Claire demande à Jamie de délasser son corset. Ce geste si conjugal qu'il refuse d'abord parce qu'ils sont fâchés. Why didn't you lie then? Because I promised you honesty. Tout est là, dans ce corset qu'on ne veut plus délasser. Le lien rompu, puis renoué. La réconciliation passe par les corps, hein, parce que les mots, eux, tournent en rond. Et c'est la signature d'Outlander, ce langage dépôt qui dit ce que la parole n'arrive plus à formuler. Et la scène intime qui suit est magnifique, non pas parce qu'elle serait spectaculaire, mais parce qu'elle est admirablement filmée. La lumière, et puis les gros plans sur les visages, une fois l'étreinte apaisée. Et tendez l'oreille, là encore, on entend revenir un thème de Bear McCreary, celui qui enveloppait Claire et Jamie aux pierres. Comme si la musique nous soufflait que ce couple est cousu au fil du temps. Et juste avant de se réconcilier, c'est elle qui tend la perche, en le traitant d'espèce d'écossais têtu, ce qui, dans leur langue à eux, est presque déjà une déclaration d'amour. Et le lendemain matin, scelle tout, sur le balcon qui surplombe le Ridge, dans une lumière que vous avez sans doute remarqué vous aussi, mais dans une lumière superbe. Et là, on ne doute plus de leur amour, il est posé, réaffirmé, solide. Et la discussion glisse vers le livre de Frank, mais le socle, lui, est inébranlable. Et c'est ça le vrai sujet de ces 20 minutes, pas la dispute, mais ce qu'il y a en dessous. Un homme qui se cogne à ses peurs, une femme qui le ramène, toujours, vers le seul refuge qui tienne. Quand tout devient menaçant, leur lien reste la maison où l'on rentre. Et on enchaîne avec le deuxième thème, parce que c'est précisément quand on quitte la chambre que tout se dérègle. Parce que ce Jamie si solide dans l'intime perd pied dès qu'il s'agit de tenir sa terre. Et l'épisode nous montre peu à peu que le Ridge n'est plus du tout l'abri qu'on croyait. Ça commence en famille. Brianna et Roger veulent aller à Savannah avec le sauf-conduit de John pour rapporter des armes et défendre le Ridge, quitte à financer l'expédition avec l'or des Français. Jamie refuse, et ses arguments sont sensés. C'est dangereux, la ville est aux mains des Britanniques. Mais on sent bien que sous la raison couve l'idée que Brianna aille justement voir John. Il coupe la parole à Claire, il claque la porte. Ses enfants ne lui demandent plus la permission, il décide. L'autorité du père se fissure un peu, une première fois. Et elle se fissure encore face à Cleveland. Cet homme abat 2 hommes sur les terres de Jamie, et ce sont précisément les 2 officiers qui avaient importuné Fanny, ceux qu'elle avait su démasquer. Et là où on attend le maître du Ridge poser sa loi, Jamie proteste, mais Cleveland repart tranquillement avec sa cargaison de fusils, comme s'il était chez lui. C'est un de ces moments où la série s'écarte du roman et je trouve le choix plutôt payant. Il laisse en suspens un trafic d'armes dont on n'a pas fini d'entendre parler. Et surtout, il pose Cleveland en vrai antagoniste, en homme dans le même camp que Jamie mais qu'on a envie de détester. Mais le coup de grâce, c'est la confrontation finale avec Cunningham. Jamie vient lui demander des comptes au sujet d'une lettre qu'il découvre codée, selon le même procédé que celle de Richardson en saison 7. Et Cunningham ne cherche pas à nier. Il recrute, pour la couronne, une milice sur les terres du Sud. Et c'est une très belle scène parce que le pouvoir y change de main sous nos yeux. Jamie a d'abord le dessus, et puis Cunningham le lui reprend avec une phrase qui fait mouche.
Il lui dit en gros, t'as été absent longtemps et tu serais surpris de voir combien de tes voisins ici penchent du côté du roi. On voit Jaime accuser le coup, il ne connaît plus tout le monde sur ses propres terres. Et c'est Cunningham finalement qui lui ouvre la porte et l'invite à sortir. Le chef du Ridge mis en dehors de chez un autre. Et je note au passage que ce conflit avec Cunningham est bien plus resserré que dans les livres où il prend tout son temps. C'est un choix assumé de la production, ça j'en suis convaincue. Il s'agit de faire monter la tension vite, de créer le drame, et pour le coup ça fonctionne. Et puis il y a une scène qu'on aurait tort de prendre pour un simple intermède médical. L'arrivée du mari de la femme qui accouche. Un homme noir affranchi qui se dit libre, dont la femme est libre, et qui veut par-dessus tout que ses enfants le soient. Il recule devant Jaime, méfiant, et on le comprend. Être libre en droit ne veut pas dire être en sécurité. Et Jaime finit par lui offrir un verre de whisky et la confiance, fragile, s'amorce. Dans les romans, c'était une famille amérindienne avec un mari violent, et la série en fait une famille noire affranchie, et je trouve le déplacement très juste, parce qu'il ancre la scène dans la grande question de l'esclavage et de la liberté. Mais surtout, croyez-moi, on n'introduit pas un personnage pareil sans qu'il revienne. Et alors, je sais bien qu'on a vu les épisodes suivants, mais déjà à l'époque, on sent poindre, plus tard dans la saison, un retour de loyauté, une dette qui se paiera. Et puis cette scène nous rappelle une chose. Les Fraser, qui accueillent sans préjugés, ne vivent pas hors du monde. Ils sont des acteurs parmi d'autres d'un système bien plus vaste qu'eux. Au fond, tout ce thème raconte la même chose. Ce qui menace le Ridge n'arrive pas de l'extérieur, par la grande porte, c'est déjà à l'intérieur. Des officiers déguisés en civil, des voisins loyalistes qui s'ignorent, une lettre codée, un capitaine affable qui recrute pour l'ennemi. La menace est là, sous nos yeux, camouflée. Exactement comme les scarabées de la title card. Troisième thème, et c'est un fil qui relie tous les autres. Dans cet épisode, personne n'échappe à ce qu'il précède. Le passé colle à la peau de chacun. Il colle à Jaime sous la forme de la voix de Frank. Alors, entendons-nous bien, ce n'est pas du surnaturel. C'est la projection de ses propres pensées sombres qui lui rabâchent la date de sa mort. Et il y a cette réplique magnifique où il dit en substance qu'il se couche avec le troisième mari de Claire, John, et se réveille avec le premier, Frank, parce qu'au matin, c'est le livre de Frank qu'elle tient entre les mains. Le passé partage littéralement le lit du couple. Et puis le passé colle à Claire sous la forme de Faith. Mais on va y venir juste après parce que cette piste-là mérite que je prenne un peu le temps. Le passé colle aussi à William, et c'est tout le sens de cette scène avec Lord John. William est persuadé que Ben, donné pour mort, est peut-être vivant. La tombe ne contenait pas son corps. Alors John, lui, n'y croit pas une seule seconde. Il n'y voit aucune preuve solide. Et puis il glisse une hypothèse plus dure. Et si William désœuvrait se chercher simplement un but, une quête à laquelle se raccrocher? Et cette scène est passionnante parce qu'on hésite avec William. Besoin de croire ou besoin d'avoir une mission? Et je trouve très beau ce que la série dessine là, sans le dire. Un parallèle entre William, qui sent que quelque chose cloche autour de Ben, et Jaime, qui sent que quelque chose cloche autour de Cunningham. Deux hommes qui pressentent une vérité cachée, sans encore la voir. Et puis, ce passé colle à Amaranthus surtout, dont l'intrigue avec William est la plus retorse de l'épisode. Cette femme séduit ouvertement William, l'habille de ce veston brodé qu'elle destinait d'abord à Ben. Elle se raconte par sa famille, un père naturaliste, un grand-père botaniste, et par ces insectes qu'elle connaît si bien. Et puis il y a cette scène au jardin, superbe d'écriture, où elle parle du coucou, cet oiseau qui pond ses œufs dans le nid des autres. Tout est là. Qui prend la place de qui? William est-il en train de remplacer Ben dans le cœur d'Amaranthus, comme auprès de l'enfant à naître? Le doute plane même sur elle. Quand William lui rapporte les affaires de Ben, son visage se décompose. Et on ne sait pas si c'est le chagrin, le déni ou autre chose. Pour situer le personnage, je trouve éclairant ce que Diana Gabaldon a confié dans une interview à Parade. Elle dit que Amaranthus est avant tout dans une stratégie de survie, ce qui la rend calculatrice, parce qu'elle cherche un mari riche pour assurer son avenir et celui de son fils. Et c'est intéressant parce que la série rend Amaranthus plus sympathique, moins frontalement manipulatrice que dans les livres. On la devine stratège, mais on a aussi un peu de tendresse pour elle. Alors je vous laisse à vos théories sur ses intentions réelles. Au fond, tout ce thème pose la question même de la title card. Qui est à sa place, qui occupe celle des autres, et combien de vérité se cache juste là, sous nos yeux?
Dernier thème, et c'est peut-être celui qui ouvre la plus grande porte pour la fin de la saison. Parce que Claire, notre Claire si rationnelle, si médecin, se retrouve ici face à quelque chose qui la dépasse. L'accouchement d'abord. Une femme en grande difficulté, des jumeaux qui se présentent mal. Le premier naît, tout va bien. Le second se présente par le siège, Claire parvient à l'extraire, mais il ne respire pas. Elle masse encore et rien. Bouleversée, rattrapée par ses propres deuils, par Faith, elle prend l'enfant contre elle, et c'est alors qu'arrive cette lumière bleue, ces plans sur le sang qui circule, sur les battements, et soudain le bébé crie. À la surprise de Claire, la première. Et c'est ça qui me sidère. Elle n'a pas l'air d'avoir agi, mais d'avoir assisté, spectatrice de son propre miracle. Et notez ce geste bouleversant juste avant, Jamie qui réclame doucement le bébé, parce qu'il a reconnu sur le visage de Claire ce regard qu'elle a quand elle croit avoir perdu un patient. Ouais, il la connaît par cœur. Let Claire do her work. Let me take her, Cecily. Oh, I can't. Et cette scène travaille à deux niveaux. Et je trouve que c'est ce qui la rend si forte. D'abord, elle relie Claire à Faith, c'est-à-dire que si un nouveau-né peut revenir ainsi, alors la question revient brûlante. Est-ce que Maître Raymond, autrefois, n'aurait pas fait de même avec Faith ? Ensuite, la scène inscrit Claire dans la prophétie d'Adawei, en saison 4. Quand ses cheveux seront tout blancs, elle atteindra ses pleins pouvoirs. On comprend mieux maintenant pourquoi la série fait progressivement blanchir cette chevelure. La scène d'après avec Jamie met des mots sur ce vertige. Lui n'a rien vu, il n'a pas vu la lumière bleue. Et son scepticisme bienveillant m'a renvoyé au Jamie de la saison 1, celui qui découvrait que Claire venait du futur. Avec elle, il a appris à accepter l'inacceptable, pas à pas. Et il transforme l'instant grave en pure poésie, quand il dit que les cheveux de Claire ont toutes les couleurs de la terre, écho à la nuit de noces de la saison 1, et puis il dit aussi qu'autour de son visage, les cheveux ont pris la couleur du clair de lune. Et puis c'est ici que je voudrais prendre un peu de hauteur avec vous, parce que cet épisode a fait débat à sa sortie, et je trouve la discussion passionnante. La série assume pour sa dernière saison de pencher franchement vers le mystique, le pouvoir de Claire, Faith, la prophétie. Certains d'entre vous adorent, d'autres s'inquiètent de voir Outlander basculer dans le merveilleux. Il y a là en creux une vraie question de priorité narrative. Souvenez-vous de mon flop, ce montage qui nous arrache à la lumière bleue pour nous jeter dans le trafic d'armes. C'est comme si l'épisode hésitait sur ce qui doit compter le plus, l'intime ou le mystique, ou la guerre qui vient. Et je crois aussi qu'il y a dans cette réception par les fans une nuance entre nous, lecteurs, et le public qui découvre toute l'histoire via la série uniquement. Un roman prend le temps d'installer le merveilleux, chaque lecteur s'en construit les images à son rythme, avec la lecture. Et la série, elle, est immédiate, visuelle, frontale. Et elle nous demande d'accepter en une scène ce qu'un livre aurait amené sur des dizaines de chapitres. Et au fond, c'est peut-être le vrai sujet de l'épisode, bien plus que la magie elle-même. Notre difficulté à toutes et tous, Claire la première, à accepter ce qu'on ne peut pas expliquer. Vous me connaissez, j'aime relever les graines que la série sème, et cet épisode en plante beaucoup, mais cette fois presque chacune se double d'une question laissée ouverte. Et c'est exactement ce qui rend l'heure si stimulante. Il y a le petit soldat de plomb, William le retrouve parmi les affaires de Ben, dans le tiroir d'Amaranthus, et Amaranthus lui dit que Ben le lui avait confié pour leur enfant à naître. Or, ce soldat était censé être un talisman, Ben avait promis de ne pas s'en séparer, et le voilà qui réapparaît comme un caillou semé sur le chemin. Et si Ben n'était pas mort ? La question reste entière. Où est Ben, vraiment ? Et puis il y a Percy. Sa réapparition à la table du général est un régal d'ambiguïté, jusqu'à cette main posée sur la cuisse de John, en pleine assemblée, encore, et encore, et encore. Percy cherche à entrer en contact avec Fergus, il demande l'aide de John, et John, en échange, lui demande de retrouver Richardson, complètement disparu dans la nature. Et tout chez Percy est affaire de dissimulation. Un homme qui change de carapace selon ses intérêts. Pour celles et ceux qui nous suivent au Book Club sur Patreon, ce personnage résonne d'autant plus. Nous sommes justement en train de relire les nouvelles consacrées à Lord John. Nous en sommes à la confrérie de l'épée. À la rentrée, nous attaquerons le prisonnier écossais, où Jamie est très présent. Et on apprend à découvrir Percy. C'est une belle façon de prolonger l'épisode entre les pages. Mais
la question demeure. Que veut vraiment Percy? Autre petit détail, cette lumière bleue et les cheveux de Claire qui blanchissent, présage d'un pouvoir encore à venir, je viens de le dire. Jusqu'où iront les dons de Claire? Il y a Cunningham, sa lettre codée, ses voisins loyalistes qu'on ne soupçonnait pas. Qui sur le Ridge est vraiment fidèle à Jamie? Et il y a, planant sur tout cela, le grand pressentiment, King's Mountain, que la voix de Frank ne cesse de rappeler. I told you, Fraser. It's coming. The pieces are falling into place. Just as I wrote. Each day brings you closer to King's Mountain and closer to your history. Et je vous laisse 2 questions de fines observatrices parce que vous avez souvent l'œil assez aiguisé. Au dîner du général, Lord John est le seul homme à ne pas porter de perruque poudrée au milieu d'une assemblée toute blanche. Alors, simple détail de costume ou indice qu'il n'est officiellement plus en service. Et il y a ce médaillon que porte Amaranthus, dont plusieurs d'entre vous se sont demandé ce qu'il représentait. Alors peut-être une montre. Si vous avez repéré quelque chose ou si vous avez des idées, je veux bien vos analyses en commentaire. Pour moi, cet épisode est un magnifique épisode de bascule. Sous des airs de chronique du quotidien, une dispute, un accouchement, une scène de cuisine, il resserre toutes les tensions de la saison. La guerre qui s'infiltre par l'intérieur, les loyautés qui se brouillent, le destin qui se rappelle à Jamie et ce mystère qui grandit autour de Claire. Et au centre de tout, ce couple qui demeure, envers et contre tout, le seul refuge qui tienne. Alors maintenant, j'ai très envie de vous lire. Cette lumière bleue, elle vous emballe ou elle vous inquiète pour la suite? La jalousie de Jamie, vous l'avez trouvée touchante ou pénible? Et Amaranthus, sincère ou pur stratège? Surtout, essayez de me répondre en vous remettant dans la peau du premier visionnage, sans la connaissance de la suite. C'est comme ça qu'on est le plus honnête dans nos partages. Et puis, si vous avez envie de prolonger cet épisode, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Tout au long de cette saison 8, j'ai sous-titré en français de nombreuses interviews des acteurs et de l'équipe, et je les ai rassemblées dans une playlist dédiée, les vidéos sous-titrées en français de la saison 8. Certaines sont en accès libre, d'autres sont accessibles aux abonnés Patreon, et plusieurs sont directement liées à l'épisode qu'on vient de décrypter. Ces vidéos éclairent à merveille les coulisses, les intentions et les choix d'écriture dont je vous ai parlé. Et je vous glisse un petit secret, il suffit de s'abonner ne serait-ce qu'un mois pour débloquer d'un coup tout l'historique, l'intégralité de ces interviews sous-titrées, comme tout le reste. Parce que c'est ça mon Patreon, un petit cocon d'une douceur folle où l'aventure se prolonge entre nous. Et je vous parlais du Book Club, on s'y retrouve régulièrement en visio pour discuter des romans. En ce moment, je vous disais, ce sont les nouvelles consacrées à Lord John. Et puis, une fois par mois, toujours en visio, on refait ensemble toute l'actualité Outlander. Je vais être honnête, c'est très concrètement ce qui permet à cette chaîne entièrement autoproduite d'exister et de porter l'aventure jusqu'à vous, les fans francophones. Alors si le cœur vous en dit, venez pousser la porte, même pour un mois, juste pour voir et profiter de tous les contenus déjà en ligne. Une pensée toute particulière enfin pour tous mes addicts officiels. Vous êtes de plus en plus nombreux. Certains d'entre vous viennent de nous rejoindre. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie particulièrement les addicts passionnément à la folie dont les noms s'affichent. Mais globalement, l'ensemble d'entre vous, ceux qui sont là depuis quasiment le début, ceux qui viennent d'arriver, merci, c'est grâce à vous que je peux faire tout ce que je fais et que je peux produire l'ensemble de mes vidéos. Bien sûr, si ce décryptage vous a plu, juste en dessous là, de la vidéo, un petit pouce, un partage aussi. Tout ça, ça fait vraiment la différence. C'est le signal qui dit à YouTube de le montrer à d'autres. Des commentaires également. Et c'est comme ça que notre famille d'addicts s'agrandit et qu'on maintient le feu de notre passion. On se retrouve très vite pour l'épisode 4. D'ici là, prenez soin de vous.